Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Dans la libre antenne d'Europe 1. En ce début d'année, je voudrais vous proposer, une fois n'est pas coutume, de lâcher un peu les bonnes résolutions que l'on se fixe souvent en ces débuts d'année. En d'autres termes, de lâcher un peu ce qui doit nous rendre plus performants, plus compétents, plus mieux, quoi. Et plutôt de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le plus difficile, vivre le moment présent. Alors pour se concentrer sur ce qu'il y a à vivre ici et maintenant, il y a un bon moyen, c'est le corps, se mettre à l'écoute de ce que l'on ressent, puis le nommer. Ça nous permet de nous connecter à la réalité présente via les sensations, de comprendre aussi ce qui nous arrive via les émotions. Ça nous permet également d'élaborer une réflexion, des projets à partir de nos besoins et de nos désirs et pas de plaquer sur une feuille de papier ce qu'il faut que nous soyons. Allez, on va accompagner ce changement d'année car c'est toujours un peu difficile ces recommencements et vivre ces 2 heures de direct dans l'ici et maintenant tous ensemble. Et pourquoi pas, comme le préconisait Camus, imaginer Sisyphe heureux de pousser éternellement son rocher. Ce soir, Quentin et Corentin vous accueillent au standard sur le 3921 et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez aussi réagir à tout moment à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous envoyer un mail sur le site europe1.fr rubrique libre antenne. J'attends vos appels au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Cécilia. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors Cécilia, vous vouliez nous parler d'une période difficile, je crois que vous traversez en ce moment. Oui. Oui. Alors, est-ce que je commence? Oh, mais oui. Très bien. Alors, donc je m'appelle Cécilia, j'ai 22 ans. J'étudie la scénographie théâtrale à Londres depuis l'année dernière. Et je suis donc de Paris à la base, où je me trouve actuellement en ce moment. Je vous appelle parce que j'ai des montées d'angoisse en fait dans la journée et en soirée chaque jour depuis le 19 décembre. Et j'aimerais pouvoir comprendre ce qui m'arrive pour pouvoir passer à autre chose. En fait, ce qui s'est passé le 19 décembre, c'est que donc je suis en couple avec un Anglais rencontré à Londres depuis 8 mois. C'est ma première relation sérieuse parce que j'attendais d'être vraiment près, d'être tombée sur le bon. Et tout se passait extrêmement bien jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je commence à ressentir ces angoisses et à tout remettre en cause, en fait, sans raison claire pour moi. Donc, ce qui s'est passé le 19 décembre, c'est que c'est le jour où on est venu de Londres à Paris pour passer quelques jours avant les fêtes à Paris et pour que je le présente à toute ma famille, donc à ma mère, mon frère et ma sœur d'un côté et à mon père de l'autre côté, puisque mes parents sont séparés. Donc, ce jour-là, on a fait un trajet en bus et on est arrivé à Paris assez tard le soir. Et en fait, on est arrivé pas très loin de l'endroit où j'habite, chez ma mère normalement. Et on n'est pas allé chez ma mère directement parce que il n'y a pas assez de place pour nous héberger tous les deux. Donc on logeait dans l'appartement d'une amie autre part à Paris. Et donc cette nuit-là, j'ai eu une montée d'angoisse. J'ai les jambes qui se sont mises à trembler et au bout de 5 minutes, j'ai été vomir dans les toilettes. Et j'ai dû passer des heures et des heures à lui parler après, à essayer de comprendre avec lui ce qui avait pu se passer. Oui. Et donc ce soir-là, c'était également le soir des attentats de Berlin. Oui. Et je suis très sensible à ça, à ce genre de nouvelles, et ce depuis l'enfance. Donc en étant enfant, quand je voyais ce genre de nouvelles à la télé, ou alors d'un assassinat, quelqu'un qui a été kidnappé, ou ce genre de choses, ça me touchait énormément. Et c'est le genre de nouvelles que je ressassais dans ma tête pendant des heures et des heures, jusqu'à m'en rendre malade en fait, finalement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est ce genre de crise d'angoisse qui mène au vomissement, c'est quelque chose qui m'arrivait déjà dans l'enfance. Donc voilà, donc c'est arrivé ce soir-là, et ce soir-là, pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai effectué un retour à Paris, mais qui
n'était pas un retour à la maison. Donc je suis rentrée à Paris, mais je suis pas allée chez moi, comme d'habitude je le fais, c'est la première chose que je fais en rentrant à Paris. Je suis allée dans cet appartement avec mon ami, et c'est un appartement qui m'a fait me sentir tout de suite très mal, en fait. À peine j'ai traversé la porte, je suis assez sensible aux espaces, donc étant scénographe, je design les espaces de théâtre, et j'arrive dans cet appartement, un petit studio parisien que peut-être certaines personnes trouveraient mignonne, mais qui pour moi était dénué complètement de charme, dénué d'histoire, c'était tout sauf mon appartement familial, en fait, qui regorge d'objets, qui est un appartement incroyable où j'ai grandi. Et donc tout de suite j'ai eu un rejet de cet appartement, mais qui s'est pas traduit directement. Je me suis juste dit bon, au moins on est ensemble, ça va aller. Et après on a eu la nouvelle de Berlin qui m'a un peu marquée, et ensuite je pensais que ça allait bien, je me suis endormie et d'un coup je me suis réveillée et c'est là que ça allait pas bien, et donc où j'ai eu cette crise d'angoisse. Le lendemain, ça allait mieux, comme ça va toujours mieux en journée, mais toujours toute la journée, en fait, j'ai eu dans l'arrière de ma tête, qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Est-ce que ça va recommencer ? Du coup, ça a fait que j'ai pas du tout. Vous avez commencé l'introduction de l'émission par parler du moment présent. Et bien, j'étais pas du tout dans le moment présent. Pourtant, c'est un voyage auquel on avait hâte de participer. C'était la première fois que j'allais le présenter à tout le monde, et on allait passer quelques jours à Paris avant Noël ensemble. Et j'ai eu très peur. J'avais peur d'un attentat, j'avais peur, je sais pas, de choses dans la journée qui m'ont angoissée. Il a rencontré mes parents, ça s'est très bien passé. Et finalement, ça allait pas très bien, j'allais pas très bien. Et du coup, on a décidé de passer la nuit chez ma mère. Donc, on a trouvé à s'arranger. On a passé la nuit chez ma mère. Et la nuit suivante, donc il est resté 3 nuits à Paris, on l'a repassé dans l'appartement où j'ai pas eu de crise d'angoisse, mais j'étais pas du tout tranquille. J'ai dû m'endormir sur le dos, en respirant profondément, en essayant de faire en sorte que ça aille mieux. Et donc il est reparti le lendemain et je me suis dit ça va aller mieux, parce que je sais pas, le premier soir où c'est arrivé, je me suis pas dit du tout que ça pouvait être lié à lui. C'est juste arrivé alors qu'il était là. Et maintenant encore, je me dis que c'est pas lié à lui, que c'est arrivé alors qu'il était là, et que pour une certaine raison, ça, dans mon esprit, c'est maintenant un peu lié à lui. Et en fait, on devait passer les fêtes du Nouvel An à Édimbourg. Et c'est quelque chose, pareil, j'avais énormément hâte quelques jours avant d'aller à Édimbourg. Et là, d'un coup, je redoutais presque ce départ à Édimbourg. Je redoutais de le revoir et de ressentir ce que j'avais ressenti auprès de lui à Paris. Oui, parce que c'était en sa présence, donc vous faites le lien, voilà, en fait, qui n'en est pas forcément un, mais vous savez que, peut-être vous le savez Cécilia, mais c'est vrai que le souci de la crise d'angoisse, c'est que l'inquiétude persistante que ça se reproduira fait que ça déclenche déjà une crise d'angoisse. C'est un cercle un peu pernicieux, voire vicieux. Oui. Oui, et c'est ça, parce que j'ai remarqué que c'est ma première relation où j'apprends énormément, et j'ai remarqué que quand on se voyait, dans les mois passés par exemple, quand on se voyait que ça allait très bien, d'un coup ça reboostait la relation, et la fois suivante on repartait de cet état où ça allait très bien. Et là, le fait qu'on se soit quitté et que j'ai ce sentiment d'angoisse au moment de le quitter, ça fait que ce sentiment était de nouveau avec moi quand je l'ai retrouvé à Édimbourg, et on a passé quelques jours très chouettes. Il y a des moments où j'ai vraiment apprécié ce séjour, et d'autres moments où je me rendais moi-même. J'ai pas été remalade, mais ça se manifeste maintenant plus par les jambes qui tremblent, et d'un coup, j'arrive pas à voir ce qui va bien dans ma vie. Je vois plus. Ce sont bien, Cécilia, à chaque fois, c'est bien des symptômes physiques. C'est ça la caractéristique de la crise d'angoisse. D'accord. Avec effectivement une perte de contrôle, des émotions, des gestes, différentes peurs. Vous êtes envahi à ce moment-là. C'est ça. Et j'ai l'impression que je peux contrôler ça plus que dans l'enfance, parce que dans l'enfance, quand ça m'arrivait, invariablement, je le contrôlais pas et ça finissait en vomissement. Alors que maintenant, c'est comme si j'essaye de me comprendre moi-même, de m'auto-analyser plus, et de calmer ça. Donc c'est des crises, en fait. Il y a un pic, et puis après, je parle beaucoup avec ma mère, je parle avec mon ami aussi. Ouais. Et ça me calme, mais ça ne veut pas dire que le lendemain, tout va mieux, en fait. D'accord. Et vous aviez quel âge lors de la première crise d'angoisse ? Ça remonte à quel âge ? Je pourrais pas vous dire, je dirais une dizaine d'années ou avant. Oui. Et c'est lié à un événement dans votre vie ? Vos parents seraient séparés à cet âge-là ? Alors mes parents se sont séparés quand j'avais à peu près 10 ans, et avant ça a toujours été assez tumultueux. Donc je les entendais se disputer. D'accord, donc c'est un environnement angoissant pour vous, enfant. Oui, mais c'est ça. Et les crises ont démarré après la séparation de vos parents ? Est-ce que vous faites un lien là ? Non, parce qu'on habitait toujours dans l'autre appartement, donc ça n'a pas démarré après. Mais il y a un moment où
En fait, ces crises ont toujours eu lieu au moment de me séparer de ma mère. Donc tous les étés, la tradition, c'était d'aller en Italie avec mon père. Et quand j'avais une dizaine d'années ou juste avant 10 ans, ma mère a arrêté de nous y accompagner. Et pendant, je sais pas, quelques jours avant le départ en Italie, j'avais ces crises d'angoisse, donc exactement comme elle s'est manifestée le 19 décembre, qui me menaient au vomissement. Et ces crises d'angoisse ne s'arrêtaient pas une fois que j'étais en Italie. Chaque soir, pendant un voyage, un séjour de 2 semaines en Italie, ça arrivait, quoi que je fasse pendant la journée, que j'essaye de me calmer, que j'essaye de me raisonner, que j'en parle avec mon père, avec ma mère, ça arrivait invariablement. Chaque soir, et c'est aussi quelque chose qui m'arrivait, donc je vous ai dit, quand je ressassais des faits divers et autres. Donc maintenant j'interprète comme peut-être étant lié à la perte, l'abandon, ou je sais pas, mais parce que les faits divers qui me marquaient énormément, c'était des morts, des pertes, ce genre de choses que je ressassais pendant des heures. Oui, c'est quand enfant vous avez compris très tôt, voilà, que peut-être il y aurait le risque de perdre vos parents, de perdre des êtres chers, voilà, d'être anéantis, et ça vous a généré énormément d'angoisse étant enfant, de façon ingérable. Peut-être qu'il n'y a pas eu de mots ou de l'entourage. Est-ce que vous avez déjà consulté à propos de ces crises d'angoisse depuis? Non, pas jamais. À propos de ces crises d'angoisse. Non, j'ai consulté au moment de la séparation de mes parents, mais Et il avait été question de ces crises d'angoisse à ce moment-là? Non, c'était très bref en fait. J'étais pas du tout à l'aise lors de ces consultations. Il n'y avait pas eu de déclic et non, ça n'a jamais été mentionné. C'est quelque chose qui a toujours, j'ai l'impression, toujours été en moi et qui se calme un peu ces dernières années. Donc en fait, la dernière crise que j'avais eue avant le 19 décembre, c'était la veille et l'avant-veille de mon emménagement à Londres. Ouais. Parce que j'avais, et ça je l'ai compris, j'avais peur de quitter la maison, j'avais peur, pour moi c'était un nouveau chapitre de la vie qui m'éloignait complètement de ma famille en fait. Je me disais, si je vais habiter à Londres, je revivrai plus jamais dans le cocon familial. Donc voilà, la veille et l'avant-veille de ce départ, ça m'était arrivé, et arrivé à Londres, ça m'est jamais réarrivé, et j'ai une vie là-bas qui est vraiment très... où je suis très épanouie, enfin, tout se passe très bien, c'est ma dernière année d'études. Et il n'y a pas eu de crise d'angoisse pendant que vous étiez là-bas, c'était juste jamais, la veille. Jamais. Voilà. Pourtant, par exemple, quand il y a eu les attentats à Paris, je me suis dit, oula, je sens que la crise d'angoisse va arriver, c'est parce que j'étais toute seule à Londres, j'ai vu ça de loin, et je me disais, ça c'est exactement le genre de choses qui, enfant, m'aurait rendu malade, et pourtant, c'est pas arrivé, et je suis passée à autre chose de façon assez non, mais naturelle. vous avez recontacté quelque chose de l'enfance à ce moment-là. Ouais. Et puis, quand c'est arrivé à Paris, là, c'était quand même la veille de présenter votre ami à vos parents, donc c'était un enjeu très fort pour vous. Oui, mais je le pensais pas aussi fort, en fait. Ah oui. Parce qu'il était passé en juillet, mais en fait il était passé avec une compagnie de théâtre et il logeait pas du tout avec moi, et la relation était assez nouvelle, du coup c'était pas du tout le même enjeu. Je l'avais vu à Paris quelques jours, mais le but n'était pas pour lui de rencontrer mes parents, et il avait bu un café pendant 1 heure avec ma mère. Mais là je l'ai emmené chez moi. Il n'était pas venu chez moi à l'époque, et oui, je l'ai emmené en tant que vraiment petite amie, en relation plus établie. Oui, donc c'était très engageant. Et en fait, à vous écouter, plus qu'une peur de l'abandon, c'est presque une peur du rejet, un risque de rejet, d'être rejeté pour vous, ce que j'entends de votre histoire, oui, et d'anéantissement et de rejet, quelque chose qui vous annule, qui vous annihile. Voyez, mais alors, je vous rassure, Cécilia, parce que la crise d'angoisse, c'est quand même quelque chose qui se traite très bien. On n'est pas fou, hein, parce que quelquefois on se croit fou, on pense qu'on a une pathologie, une maladie mentale. C'est ni une pathologie ni une maladie mentale. Hein, ce sont bien des crises, donc ce sont des phénomènes qui arrivent, souvent dus à des situations liées effectivement à l'environnement, à des pensées, à des images, à des choses de l'enfance, comme vous le dites. Donc vous avez effectivement un tableau qui présente tous les symptômes. C'est toujours très physique. Alors là, ce qui serait vraiment important aussi sur un plan médical, ce serait de faire des vérifications physiologiques pour vous, c'est-à-dire le taux de sérotonine, certains taux comme ça, que vous devriez faire vérifier, parce que ça peut aussi être un problème de régulation physiologique et physique chez vous. Qui pourrait déclencher ces crises d'angoisse, qu'on trouve souvent sur des tableaux comme les vôtres. C'est-à-dire que le corps surréagit. Donc ça, ce serait quand même bien d'avoir une réponse médicale là-dessus, pour vous. Oui. Hein, et là, c'est un bilan à faire avec un médecin traitant. Et puis, peut-être aussi quelques séances de thérapie comportementale pour que vous puissiez repérer, faire des liens. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez des déclencheurs qui vont être souvent toujours les mêmes et liés
très certainement à votre période d'enfance, puisque c'est là que ça a démarré. Oui. Et vous les avez déjà repérés, donc vous les avez déjà pas mal avancés. Mais voir quels sont ces déclencheurs et quelles sont l'action que vous avez. Parce que souvent, ce qu'on l'individu essaye de faire dans le cadre d'une crise d'angoisse, c'est essayer effectivement de se raisonner, mais c'est irraisonnable. Oui, Donc oui. ça marche pas. Par contre, la réponse, elle est déjà dans le corps. Et peut-être, vous le savez déjà, vous avez parlé de respiration tout à l'heure, mais de pratiquer la respiration abdominale. Vous savez ça? Vous connaissez? Oui, mais en fait, là, ces derniers jours, à Édimbourg, j'ai acheté des livres sur la méditation, sur Voilà, le moment très bien. présent, et rien que ça, Ah bah voilà, j'ai c'est eu ce un que j'allais moment où vous je me dire. sentais vraiment pas bien. On est allé dans une librairie, il m'a montré ce livre qui Super. lui-même avait lu il y a quelques années. Oui. Et d'un coup, j'ai senti ma respiration se calmer et mon horizon s'ouvrir au niveau du front. Oui. Que quelque chose s'ouvrait. Formidable. Ouais. Alors, Cécilia, pour vous, c'est excessivement indiqué tout ce qui est exercice de respiration et de méditation, et surtout la méditation, parce que vous, c'est comme si un événement ou un environnement qui ne vous convient pas vous sort de vous-même. Vous avez parlé de scénographie. C'est comme si vous ne vous apparteniez plus. Donc il y a un risque de perdition, et c'est ça qui est très angoissant. Et la méditation, ça va vous permettre de travailler votre ancrage. L'ancrage physique et corporel et psychique, c'est-à-dire de vous retrouver, de créer de la sécurité à l'intérieur de vous. D'accord. Et donc votre propre, je vais reprendre vos termes, enfin de mise en scène de vous, que quel que soit l'environnement dans lequel vous vous trouvez, que vous trouviez à l'intérieur de vous des endroits, des lieux à l'intérieur sécurisants. Et donc, travailler cette sécurité, c'est vrai que la méditation, elle travaille quoi? Elle travaille l'ancrage, elle travaille l'acceptation de la vie, ce qu'on appelle le lâcher-prise, et aussi l'ici et maintenant, par d'ailleurs le corps, et vous savez, j'allais dire, de brancher son mental sur un ciel comme des nuages, et de regarder ces nuages passer avec un corps qui commence à se détendre. Parce qu'il faut que vous fassiez une alliance, vous, entre votre psychisme et votre corps, qui sont complètement dissociés au moment de la crise d'angoisse. Oui. C'est-à-dire que votre psychisme, il vous raconte plein de trucs horribles et votre corps se met à paniquer comme un fou. C'est ça. Et donc, il n'y a pas d'alliance possible. Du coup, le corps, il n'est plus du tout en sécurité avec ce psychisme qui lui bombarde des choses très angoissantes pour lui. Et lui, il panique parce qu'il se dit, mais attends, moi, je suis pas en sécurité avec ce qui se passe à l'intérieur, là. Ouais. Hein? C'est arrivé encore à Édimbourg, enfin il n'y a pas eu de vomissement, mais à Édimbourg on a passé une super soirée de réveillon, vraiment vraiment très chouette. Et je me suis réveillée dans la nuit et au moment de me rendormir, hop, les jambes qui commencent à trembler, sans que j'y fasse attention, sans que je sache d'où ça vient, et j'ai réussi quand même à me calmer, à m'endormir, mais du coup le lendemain ça m'a questionnée, je me suis dit ah bah mince. Je pensais que peut-être c'était passé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que du coup je l'aime moins parce que je suis moins bien avec lui? Et j'ai passé toute la journée à ressasser, à être avec lui, mais pas à être avec lui, dans ma tête me dire oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis moins amoureuse? Est-ce qu'il faut qu'on fasse un break? Est-ce qu'il faut que je lui en parle? Et du coup ça m'a torturé l'esprit toute la journée. Voilà, pour quelque chose qui a démarré à Paris et qui a... Bien sûr, qui vous appartient beaucoup plus qu'à la relation. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que ça vous a... En fait, vous avez cherché un événement extérieur à vous pour vous raisonner, c'est ça qui s'est passé? En fait, je me suis dit, quand c'est arrivé, je lui ai expliqué que ça m'arrivait étant enfant. Je lui ai dit, ça doit être le lieu. Déjà, je déteste le lieu. Je peux pas y être bien. Ensuite, il y a ces attentats à Berlin. Ensuite, il y a le fait que j'arrive à Paris et que j'aille pas à la maison, que je vienne ici. Donc, c'est presque avoir fait un choix entre famille et amour, un choix que j'avais pas du tout eu à faire jusqu'à maintenant, puisque ayant une vie à Londres, une vie à Paris, c'était facile. Ah oui, c'était si je rentre à Paris, à Paris, je suis à la maison, c'est super. Je rentre à Londres, je l'ai lui, c'est super. Donc c'était que du bonus, tout allait très bien. Je zappais d'une vie à l'autre comme ça, et là, c'était presque comme si j'avais choisi d'être avec lui plutôt que d'être en famille. Et c'est des choses que j'essaye de comprendre par moi-même, et du coup je me dis, est-ce que je suis en train de le porter coupable de ça, de me faire choisir en quelque sorte, alors qu'il n'y a pas de choix à faire, mais est-ce que je suis en train de c'est ça, de projeter sur lui un choix qui n'a pas tellement lieu d'être, mais parce qu'on est également tous les deux dans notre dernière année d'études, donc il y a le futur, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, on a parlé de peut-être emménager ensemble, mais donc tout ça c'est des choses assez vertigineuses qui font que ça m'arrache un peu à la petite fille que j'étais, qui me tire vers le passé. En fait, c'est comme si lui me tirait vers le passé et ma famille me tirait vers le futur, et que ma famille
représentait le passé. Mais, Oui, c'est bien dit. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites, Cécilia. La première, c'est que vous donnez le sentiment de chercher à beaucoup contrôler. Et ça, c'est souvent très générateur de crises d'angoisse. Et on trouve ça chez des individus qui ont des crises d'angoisse. Cette volonté de contrôler. Et d'ailleurs, la volonté de contrôler, c'est logique, on va dire, c'est pour juguler la peur. Parce qu'on a peur. Parce qu'on est habité par de peurs, mais on est tous humainement habités par des peurs, mais parce qu'on n'arrive pas à supporter ces peurs-là, elles sont trop grosses, et ça a dû être le cas de l'enfant que vous étiez. Vous avez cherché à contrôler l'incontrôlable, c'est-à-dire cette peur, d'où la crise d'angoisse. Et maintenant que vous êtes, on va dire, plus grande, ce mécanisme-là est à l'œuvre, c'est dès que je sens l'anxiété monter, la crise d'angoisse arriver, je surcontrôle. Mais plus je contrôle, et là, c'est là que le piège se referme sur vous. Et moins je contrôle, c'est-à-dire plus mon corps se met à paniquer. Parce que je cherche à contrôler quelque chose que je sais ne pas arriver à contrôler. Vous comprenez ? C'est là le fameux cercle vicieux dont je vous parlais. Donc déjà, tentez d'être un peu plus accueillante, voilà, par rapport à vous-même, par rapport à ce qui vous arrive, pour lâcher du contrôle et vous ouvrir à des choses que, oui, vous ne maîtrisez pas, mais faites un peu confiance à la vie. Et donc, c'est cette petite fille à l'intérieur de vous qu'il va falloir rassurer. Maintenant que vous avez 22 ans, un peu plus grande, vous allez un peu tenir par la main cette petite fille un peu angoissée, paniquée. Et puis, la deuxième chose, quand vous parlez de la relation, alors, c'est là que vous sentez quelque chose qui est assez juste, mais dont votre raisonnement vous perd. Ce qui est assez juste, c'est que dans la relation amoureuse, on est ramené à soi-même, mais très profondément, très intimement. L'autre agit comme un effet miroir, et donc quelquefois, on a tendance à repousser l'autre parce qu'il nous met tellement en face de nous-mêmes qu'il y a des choses qu'on veut pas voir. En revanche, vous, du coup, comme ça vous bouscule, parce que ça bouscule l'amour, ça bouscule la relation à deux, l'autre vient nous chercher, nous titiller, on doit se mettre d'accord, on doit s'harmoniser. Il se passe tellement de choses dans une relation qu'à un moment donné, ça peut être très angoissant et on se dit, c'est la relation qui va pas. Oui. Alors, la question c'est, dans ce que vous me dites, vous voyez des éléments, il vous a mis sur le chemin d'un livre, par exemple, sur la méditation, vous avez donné des petits détails comme ça, qui vous écoutent, donc il a l'air assez attentif à vos besoins. Oui. Donc, on sent plutôt, un jeune homme assez proche de vous, assez dans la compréhension. Et donc, on peut imaginer que la relation est plutôt jolie et bonne, mais elle vous met en face de vous-même et elle vous met aussi en face de ces crises d'angoisse. Donc, elle vous remet dans votre passé, c'est-à-dire dans qui vous êtes vraiment, dans votre héritage. Vous êtes encore toute jeune et pas encore dans ce que vous avez construit. Et en même temps, elle vous montre l'avenir, cette relation, en vous disant qu'est-ce que tu vas en faire. Et là, comme vous dites, c'est le vertige. Mais c'est pas lui en tant qu'individu. C'est le fait de vivre. Vous seriez avec j'ai presque envie de dire pas n'importe quel garçon, mais voyez, le fait d'être en couple, le fait d'être dans la relation, vient effectivement vous toucher, vous bousculer, vous questionner. Oui. Et du coup, la question c'est alors c'est lui. C'est pas lui, c'est vous qui êtes impacté par lui, impacté par la relation. Ce qui est une grande nuance. Oui. Et c'est important en tout cas d'arriver à nuancer ça. Parce que vous me dites d'un côté finalement que vous êtes attachés l'un à l'autre et que la relation a l'air plutôt jolie. Mais elle comporte finalement beaucoup de choses pour vous qui viennent vous toucher parce que la relation est très importante pour vous. Oui, je pense que c'est le cas. Et c'est vrai, il est incroyablement à l'écoute et il cherche à m'aider parce qu'on en a parlé. On a parlé de ça, il était présent quand ça m'est arrivé à Paris, du coup il cherche à m'aider énormément. Mais peut-être trop alors. Peut-être. Quand je dis trop, vous voyez, pas de son fait, mais attention, et ça encore dans les relations, attention aux distances, c'est que si il cherche trop à vous sauver, entre guillemets, alors vous allez vous sentir en position de faiblesse ou de difficulté encore plus, donc encore plus ramené à cette crainte de la répétition de la crise ou à votre, on va dire, je prends des guillemets, votre fragilité en tout cas actuelle ou ce qui se passe pour vous. Et donc ça, à un moment donné, c'est pas supportable parce qu'on a envie de dire non mais attends, c'est finalement lui qui risque de vous fragiliser d'autant plus qu'il est trop à l'écoute de votre fragilité. Donc peut-être ce serait bien que vous en parliez en lui disant que vous appréciez énormément, bien sûr, toute l'écoute qu'il a pour vous, ce qu'il fait pour vous, sa présence, mais de mettre un peu une mise en garde, et c'est normal aussi, encore une fois, vous êtes très jeune, que vous n'avez pas besoin d'être sauvé, que c'est pas à lui de vous sauver, voilà, que ça va être à vous de le faire,
que vous allez vous occuper de vous et qu'il s'occupe déjà suffisamment très bien de vous. Mais attention à pas être dans le trop. Je suis claire là pour vous? Oui, complètement. Hein? Oui. Parce que ça, c'est vraiment important. Et puis vraiment, je vous encourage, Cécilia, à consulter sur les deux plans, c'est-à-dire à la fois le plan physique, ça quand même de faire un peu une checklist pour regarder vos taux hormonaux, etc. Et puis également tout ce qui est de l'ordre des thérapies comportementales sur la crise d'angoisse, c'est très aidant et c'est juste quelques séances. D'accord. Que vous puissiez tourner la page de ça. Oui, c'est ça, parce que c'est comme un reste de l'enfance qui exact. peut être déclenché à n'importe quel moment finalement. Oui. Donc voilà, et de ne pas trop. C'est pas tant de chercher des raisons, parce que la raison va dans le surcontrôle. Ça alimente le surcontrôle. La compréhension, oui, pas la raison. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Quand je dis compréhension, c'est tous les événements qui concourent. Les raisons, le tableau est assez clair. Et si vous surraisonnez, vous risquez de trop alimenter la panique. D'accord. C'est là où vous êtes parti pour le moment. D'accord? Oui. Mais c'est très bien de vous parler maintenant parce que je rentre à Londres là dans quelques jours et j'avais, je sais pas, cette angoisse encore de le revoir et de me dire où est-ce qu'on en est, où est-ce que j'en suis dans mes sentiments. Pas tellement par rapport à lui, mais moi-même, où est-ce que j'en suis pour pouvoir être bien avec lui. Parce qu'en fait, là, dans les mois passés de la relation, tout allait très bien parce que moi-même, je sais que j'étais heureuse, j'étais complètement ouverte au futur, à plein de projets qui se présentent pour l'année prochaine. Et là, d'un coup, c'est comme si tous ces projets qui se présentent pour l'année prochaine me clouaient un peu de peur. Et j'avais moins envie de les faire arriver, avec lui. Non, pas tellement de les faire avec lui. Non, d'y arriver, oui, voilà. Parce que en fait, c'est le tournant de l'année, là, c'est janvier, c'est la nouvelle année, il me reste 6 mois d'études de toute ma vie, en fait, et après je suis lancée dans le grand bain avec lui. Et il y a quelques semaines, je me disais que c'était super, justement, qu'on finisse en même temps, parce que du coup, au moins je l'aurai, lui, en fait, dans cette vie qui est un peu incertaine qui va se présenter à moi. Et oui, je le vois plus exactement comme ça aujourd'hui. Je vois ça juste de façon assez vertigineuse, en fait. Me dire, oulala, la vie d'adulte, la vie de je sais pas, de jeune fille en couple, la vie de... C'est différent. Ouais, c'est important, Cécilia, que vous travaillez tout ce qui tourne autour de la confiance. Mais de la confiance dans la vie, de la confiance en vous, bien sûr, mais la confiance, c'est la capacité, mais surtout de la confiance dans la vie que vous ne connaissez évidemment pas encore et que vous ne pouvez... Vous voyez comment on sent ce besoin de contrôle ou de maîtrise. Bien sûr, pour juguler la panique. Mais plus vous allez essayer de contrôler votre avenir, plus il va vous échapper. Donc, et je reviens à l'importance du moment présent pour vous, et donc d'exercices de méditation. Et puis très certainement qui vous ai vu dans cette fragilité à comme donner un espèce de coup d'arrêt en décembre de votre élan, et vous a fait interroger sur la relation. Remettez-vous dedans, j'allais dire avec un peu plus de distance peut-être, avec moins de raison, parce que là vous raisonnez beaucoup. Et ça va pas vous aider là pour terminer. Et puis très certainement, bien sûr, comme vous dites, et vous voyez bien les choses et c'est l'âge critique entre passé et futur. Avec, je vais repasser un cap. C'est fini ma vie de jeunesse, de jeunesse en tout cas d'enfance, puisque je vais passer dans le grand bain, on va dire. Mais en même temps, c'est vers là que la vie vous entraîne. Et puis quand vous me parlez de votre enfance, elle n'était pas si évidente celle-là. Donc, vous avez un joli avenir à vous créer, de quelque chose de plus serein pour vous. Oui. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, Cécilia, pour 2017, d'aller, vous voyez, de faire de la découverte de la sérénité. Vous avez construit déjà tellement de jolies choses, là. Et c'est la sérénité que vous allez mettre en scène dans votre vie. Oui. Et puis peut-être de vous inscrire en dehors de lui, pas avec lui, à un groupe de méditation à Londres. Il y en a plein, de la mindfulness, c'est méditation pleine conscience. Vous regardez sur Londres, mindfulness. Trouvez-vous un groupe, ça va vous aider. Vous y allez, je sais pas, une fois par semaine le soir. Vous allez rencontrer d'autres gens et travailler la méditation en groupe
pour commencer à démarrer un apprentissage? Parce que toute seule, c'est quand même compliqué. Oui, je savais pas du tout que c'était quelque chose. Ah oui, En bien groupe, sûr. Bien d'accord. sûr, il faut que vous soyez accompagné, soit D'accord. par quelqu'un individuellement qui pratique, mais maintenant il y a plein de groupes qui se montent là-dessus et vous allez commencer à apprendre les rudiments, voilà, de la méditation au sein d'un groupe et ça va vous entraîner dans une discipline personnelle, voire quotidienne, parce que c'est quotidien. D'accord. Et vous allez voir que ça va travailler votre ancrage. Vous pourriez aussi travailler tout ce qui est, vous savez, le qigong. Tous ces arts-là, enfin, qui sont des dérivés des arts martiaux dans la posture pour vous ancrer la D'accord. lenteur. Vous voyez, quand on Oui. déroule ces gestes, voilà. Un Oui. cours de Qigong, ce serait super pour vous. Qigong, d'accord. Jamais entendu parler. Ah oui, vous regarderez. D'accord. Mais en plus, je suis sûre ils font ça à Hyde Park ou dans les parcs à Londres. Ah oui, Ça se fait j'imagine. souvent en plein air. Souvent, on voit des gens faire des gestes bizarres là le dimanche ou dans des parcs, dans les grandes villes, c'est ça. Souvent, c'est ce qu'ils font. Donc voilà, trouvez autour de vous des disciplines et des pratiques qui vont vous aider. Si vous n'êtes pas trop branché psy, ce que j'entends pour l'instant, et puis un aspect médical. Et comme ça, vous lui montrez aussi que vous prenez en charge. Et ça va être le signal qu'il n'a pas à trop vous prendre en charge, vous. D'accord. Ouais, c'est important. Pour pas qu'il vous porte trop, parce que vous risquez de le repousser sinon. Ouais. Ce serait dommage. Oui. Dommage. Bonne chance à vous, Cécilia. Merci énormément. Et bon retour à Londres. Merci au revoir. beaucoup. Chronique Sanson, et je l'appelle encore. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Je vous souhaite une très bonne année. Oui, vous aussi, merci. Merci. Je vous prie de m'excuser parce que je suis un peu grippée, du coup j'ai une voix épouvantable. Non mais ça va, ça passe bien. Ouais. Vous faire un bon grog là, il fait froid. Ça c'est fait. Ah super. Du miel aussi. Et voilà. Voilà, toutes les recettes de grand-mère, puisque c'est en tant que grand-mère que je vous appelle. Oui. En fait, je voulais revenir sur Noël et sur le sens du cadeau. Oui. Parce que en fait, ce qui s'est passé à Noël, c'est que donc nous avons réuni tous nos enfants et nos petits-enfants. Et on avait bien insisté sur le fait qu'on ne voulait pas que ce soit une débauche de cadeaux et que s'ils voulaient gâter leurs enfants, qu'ils le fassent chez eux, mais il ne fallait pas qu'il y ait trop de cadeaux. Enfin, nous, ça nous a toujours choqué qu'il y ait trop de cadeaux. Et donc... Même quand ils étaient petits, hein? Alors, ils sont petits, les petits-enfants. Oui, mais vous en tant que parent, pardon. Alors, en tant que parent... vis-à-vis de vos enfants, oui. Vis-à-vis de nos enfants. Alors, en fait, moi, non, ils n'avaient pas trop de cadeaux. Ils avaient un cadeau chacun. D'accord. Voilà. Ça n'a jamais été la surenchère. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est une surenchère. Ils sont très, très gâtés. Ils ont des pièces entières de jouets avec lesquelles ils ne jouent pas, d'ailleurs. Et je trouve que c'est dommage. Donc j'avais un petit peu expliqué que je voulais que ça se passe comme ça. Et surtout, qu'on allait donner les cadeaux à chacun, en partant du plus petit jusqu'au plus grand, pour qu'on voit ce que chacun ouvrait. Parce que chaque Noël, en fait, chacun se précipitait sur ses cadeaux, les identifiait et les ouvrait. Et puis, on ne voyait pas ce qui se passait, on ne voyait pas si ça leur faisait plaisir. Enfin, vous voyez, c'était un petit peu... c'était trop la cohue, c'était désordonné. Enfin, je trouvais que ça manquait de charme. Donc, on a fait comme ça. Ça s'est très bien passé. Chacun a attendu patiemment que le plus petit... parce qu'il faut vous dire que nos petits-enfants, ça va de 18 mois à 8 ans. Et qu'ils sont 8. Donc, ça fait du monde. Et donc, on a attendu patiemment. Et donc, ça s'est très, très bien passé, etc. Et Noël s'est très bien passé. Mes belles-filles avaient participé à l'élaboration du déjeuner, etc. On a passé du temps ensemble. Et puis, une fois que la journée était passée, je me suis dit, mais flûte, il n'y en a aucun qui nous a fait un cadeau. Et là, j'ai été saisie enfin, ça m'a blessée, si vous voulez. J'ai trouvé que c'était quand même pas chic. Parce que nos enfants, ils gagnent mieux de leur vie que nous, les parents. Et je trouvais qu'il aurait pu y avoir une petite attention pour les parents pour Noël. Et alors, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai raté et en plus, le plus embêtant, c'est que je ne suis pas capable de leur dire que ça m'a blessée.
C'est bien Donc, dommage. oui, mais je ne sais pas ce que ça réveille. Enfin, voilà. Mais oui, ça réveille tout ce que vous faites pour eux et que vous pensez qu'ils ne voient pas. Parce que c'est important, le cadeau. Le cadeau, c'est dire à quel point l'autre compte pour nous. Hein. C'est un signe d'attention. Hein. C'est prêter de l'attention. Et peut-être, alors, justement, est-ce que ça vous... Quand vous dites « qu'est-ce que j'ai raté », ça c'est touchant et émouvant parce que on comprend que derrière cette phrase-là, vous avez été une maman très à l'écoute, très attentive, qui a sans doute beaucoup donné, une grand-mère aussi, mais qui les a habitués, du coup, à beaucoup donner sans jamais beaucoup recevoir. Je me trompe? Je pense que oui. Alors pour eux, ils pensent... Alors, je pense qu'il y a deux choses qui se rencontrent là dans votre histoire. Il y a le fait que vous ayez demandé qu'ils donnent pas trop de cadeaux, que vous étiez pas très cadeau. Ils ont peut-être tout simplement imaginé que vous étiez pas cadeau et que peut-être que si ça se trouve, je sais pas, vos enfants disent à leur conjoint, tu sais, moi, dans ma famille, on se fait pas de cadeaux, mes parents, ils sont pas très cadeaux, ils aiment pas beaucoup ça. Ça se trouve, j'allais dire, c'est aussi bête que ça. Et si vous rajoutez à cet élément-là l'élément qui fait que vous êtes plutôt celle qui donne que celle qui reçoit, quelquefois dans nos façons de faire, on ne laisse pas la place aux autres. On s'en rend pas compte, bien sûr, c'est très inconscient. Oui. Mais quand on est une femme ou un homme, à tout faire pour les autres, être très actif, très dévoué, très attentionné, en fait, on est en train de dire aux autres aimez-moi. Bien sûr, c'est le message inconscient qu'on passe, mais les autres, ils prennent, ils sont ravis, vous faites ça pour eux, mais ils pensent pas forcément à vous rendre l'appareil. Surtout entre parents-enfants. Oui. Donc ça parle effectivement de vous, c'est-à-dire de votre capacité à dire vos besoins, Cécile. De quoi j'ai besoin pour être bien, moi. Votre mari vous fait des cadeaux? Non. Ah tiens. Non. Lui non plus. Pour Noël, il vous a fait un cadeau? Il m'a fait un bon pour. Ah. Et vous lui avez fait un cadeau? Oui, je lui ai fait un cadeau. Et en fait, mon anniversaire tombe une quinzaine de jours avant Noël. Et je n'ai pas eu de cadeau pour mon anniversaire non plus. Depuis très longtemps, c'est comme ça pour vous? Oui. Et en fait, à chaque fois, ça vous fait de la peine. Et ça me fait de la peine. Mais je me dis qu'il y a un vrai problème de relation au cadeau chez nous. Alors que je sais que quand nos enfants étaient petits, moi je tenais à ce qu'ils aient un cadeau pour leur anniversaire, chacun, parce que c'était une famille nombreuse, et que ça soit une fête. Et je sais qu'à chaque fois, mon mari râlait en disant oui, tu les gâtes trop, c'est pas nécessaire. C'est leur fête une fois par an, hein, c'est juste là. Hein. J'avais pas l'habitude de les emmener au marchand de jouets toute l'année et de leur acheter un jouet. C'était leur anniversaire, c'était ce jour-là, ça comptait. Et fêter. Alors il veut bien fêter un anniversaire tous les 10 ans, mais chaque année non. Là cette année mon anniversaire tombait en semaine et donc il me dit non, non, pourquoi on le fêterait? Et moi je trouve que c'est blessant, quoi. Et bon, puis là, à Noël, on a été oubliés, alors j'ai trouvé que c'était encore pire. Là, j'ai un peu de mal à enquêter. Bien sûr. Et vous, tous les cadeaux que vous faites sont en fait des demandes d'amour. Alors, je dis pas les vôtres particulièrement, les nôtres aussi, c'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'avait vu effectivement, dans l'ethnologie, en fait, et les travaux de l'ethnologue Marcel Mauss, vous savez, don contre don, où il avait beaucoup étudié ça en fait dans les tribus et où il montrait que effectivement non seulement c'est un signe d'amour et d'attachement, mais c'est aussi une façon quand on donne d'espérer aussi recevoir, et c'est très humain. Alors c'est vrai que quelquefois dans notre mentalité, notre culture un peu judéo-chrétienne, on dit non mais moi je donne sans recevoir. Si on est heureux que ce soit dans les deux sens, c'est la réciprocité qui crée l'attachement. Je donne pas pour recevoir, mais j'avoue que dans certaines occasions, je trouve que c'est dommage que je ne sois pas fêtée. Oui, c'est ça, le pour voudrait dire qu'il y a l'objectif de, mais non, j'allais dire, c'est pas tant un objectif que c'est sous-entendu. Vous voyez, et c'est aussi le fait de donner pour signifier à la fois son amour, mais également de dire, j'ai aussi besoin d'amour. J'en ai autant besoin que celui que je donne. Oui. Quand on donne de l'amour, c'est aussi qu'on en a besoin. Comme ça, parce que pour moi, le plus beau des cadeaux, c'est d'avoir trouvé ce qui allait vraiment faire plaisir et ce que la personne se serait pas acheté. C'est tout à fait vrai, bien sûr. Et c'est vrai que mon mari m'a fait parfois des cadeaux où j'étais extrêmement déçue parce qu'en fait, c'était des cadeaux qui lui faisaient plaisir à lui. Ah oui.
Et donc je disais, écoute, je suis désolée, mais là, t'as tapé à côté, enfin, ça me fait pas plaisir du tout. Je pense que. Est-ce que ça, il a appris avec le temps? Ah il a arrêté de me faire des cadeaux. En se disant, elle aime pas ce que je lui offre. Il n'a pas voulu vous entendre. En fait, Cécile, j'allais dire, c'est très sensible votre témoignage en sensibilité, parce que c'est comme vous dites, qu'est-ce que j'ai raté? Alors, vous n'avez rien raté, mais ça pose la question de quelle est ma façon de me faire aimer? Qu'est-ce que je fais finalement pour me faire aimer? Ou de quelle façon les gens m'aiment, ce qui est encore quelquefois plus plus bousculant, plus questionnant comme question, mais c'est vrai que là, dans ce que vous vivez, c'est finalement, je suis beaucoup là pour les autres, de quelle façon ils le sont pour moi, mais je me suis tue et j'en souffre. Et vous avez raison d'en souffrir, parce qu'il y a quelque chose d'injuste pour vous-même, de quelque chose que vous vous faites à vous-même. C'est-à-dire vous auriez pu dire à votre mari, je crois qu'on s'est mal compris, tu ne me fais plus de cadeaux parce que peut-être je t'ai vexé, parce que tu as cru que les cadeaux que tu me fais ne me plaisent pas. C'est pas tant qu'ils me plaisent pas, c'est que j'ai le sentiment qu'ils ne me sont pas adressés. Et donc j'ai besoin d'un cadeau qui s'adresse à moi. Parce que quelle valeur j'ai à tes yeux, c'est ça le cadeau. Oui. C'est vraiment un contenu symbolique énorme, le cadeau. C'est pas tant une histoire d'argent. D'ailleurs, la valeur n'est pas une valeur financière, c'est une valeur symbolique. On pourrait vous offrir une toute petite chose, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, une effigie, mais qui est très importante dans votre histoire, qui parle de vous. Vous allez être très ému. Hein? C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est l'intention qui compte. C'est de dire, oui, je pense à toi, j'ai essayé de te faire plaisir. C'est ça le plus important. Bien sûr. Ça, c'est clair. C'est la Godic qui ajoute aussi par SMS, ne rien dire, comme vous dites rien, ça va créer de vilaines émotions, colère, tristesse, doute, rancune. Oser dire les choses clarifie, évite que ça empire. Parce qu'en plus, il y a quelque chose dans votre histoire où vous prenez leur propre responsabilité. En ne disant rien, vous vous rendez responsable de leur propre action à eux. C'est-à-dire, vous êtes responsable du fait que vos enfants ne vous aient pas fait de cadeau à Noël, ou votre mari. Or, c'est pas très juste, parce qu'ils ont aussi une responsabilité. Donc, d'une certaine manière, vous occupez toute la place de la relation, ils n'ont pas leur place. Il faut que vous disiez quelque chose, vous existez. Ça vous fait quelque chose à vous. Oui, alors Monica a dit peut-être effectivement que par force d'insister de ne pas faire profusion de cadeaux, votre famille pense que vous n'aimez pas les cadeaux. Vous croyez que c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, les enfants ont énormément de choses et ils n'ont pas le temps de jouer avec tout ce qu'ils ont, et que pour moi, c'est du gâchis. Enfin, c'est trop. C'est vraiment 10 fois trop. Et qu'ils ne peuvent pas s'attacher à des choses simples, à des choses concrètes, parce qu'ils passent très vite d'un truc à l'autre et que c'est pas éducatif pour eux. Je pense que la rareté fait qu'ils vont s'attacher aux choses. D'accord, mais ils ont bien compris que c'était pas ça chez vous. Non, c'était pas le fait de pas aimer les cadeaux. C'était pas ça. Parce que je leur avais bien expliqué que ce que je voulais pas, c'est qu'il y en ait trop. Oui, d'accord. Voilà. Mais ils le disent eux-mêmes. Mes enfants disent eux-mêmes que leurs enfants ont trop de jouets. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Vous voyez, pour l'anniversaire de mon petit-fils, l'aîné des petits-enfants, donc cet été, je l'ai emmené choisir son cadeau. Ce que je voulais, c'était passer du temps avec lui et puis m'intéresser à ce qui lui ferait plaisir. On a fait 4 magasins et à chaque fois, je me suis dit, bon, ça va être son choix et c'est ça qu'il va vouloir. Et puis en fait, non. Ce qu'il voulait, c'était voir tout. Et puis, il a fait un choix, mais complètement à l'opposé. Jamais j'aurais acheté ça sans lui. Ouais. Vous voyez. Donc, mais pour moi, c'était plus important de passer du temps avec lui, de connaître ses goûts. Mais vous voyez, Cécile, toute l'énergie que vous mettez dans le fait de faire plaisir à l'autre. Mais quelle énergie vous mettez à l'attention que les autres doivent vous porter? Il y a un sens unique là dans votre vie. Oui. La Gothique ajoute faire un cadeau à l'autre en pensant à ce qu'on veut recevoir, c'est un manque d'amour total. En tout cas, c'est forcément très blessant. Ne rien dire, c'est être complice. Aimez-vous. Vous êtes complice de leurs actions. Vous êtes complice qu'ils ne vous font pas de cadeaux. Et d'ailleurs, vous savez l'expression ne pas faire de cadeaux. Vous ne vous faites pas de cadeaux non plus, Cécile, à vous. Et vous en faites beaucoup aux autres. Donc, les plateaux de la balance sont déséquilibrés. Et dès qu'on crée un déséquilibre, on en souffre. Oui, je comprends. Et après, on en veut un peu aux autres. On est triste quand même, ils auraient pu y penser. Alors, bien sûr, c'est vrai, dit comme ça, c'est vrai, mais
d'une certaine manière, vous les avez habitués. Et si ça se trouve, ils n'imaginent même pas vous blesser. Donc c'est pas d'ailleurs, et je vous encourage à en parler, et à en reparler avec votre mari, et à en parler avec vos enfants, pas forcément en attaquant bien en tête sur le fait que vous êtes blessé, mais plutôt dire, j'ai pris conscience d'eux, à l'occasion de Noël, que je crois qu'il y a un malentendu. Et peut-être vous me connaissez pas si bien que ça. Et j'ai envie un peu de vous dire qui je suis. Ça va être ça votre propos, de vous dévoiler. Hein, et de ne pas rester dans l'image dans laquelle les autres, et y compris votre mari, vous ont enfermé. Parce que finalement, ça prouve qu'on vous connaît mal. Donc si on vous connaît mal, faites-vous connaître. Oui. Parce que si vous dites, vous savez, j'ai été un peu blessée, bon, ils vont se sentir coupables, puis ils peuvent dire, finalement, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Oui, elle sait pas ce qu'elle veut. Oui, alors, dites, écoutez, je crois que voilà, il y a un malentendu. En fait, ça m'a fait de la peine, mais il faut que je vous explique pourquoi. Si, vous devez dire que ça vous a fait de la peine, bien sûr. Pas vous m'avez blessé, mais ça me fait de la peine, et j'ai compris pourquoi ça me faisait de la peine, et ça m'a tellement interrogée, j'ai tellement pensé, que j'ai réalisé qu'en fait, vous ne savez sans doute pas que ça m'a fait de la peine. Alors, je vais vous dire pourquoi ça m'en fait. Oui. Et pas parce que je fais plein de choses pour vous, mais parce que sans doute, je me rends compte à quel point j'ai pas su vous dire que j'avais besoin de vos preuves d'amour, que j'avais besoin de me sentir aimée, que j'avais besoin de recevoir quelque chose de vous pour me sentir importante à vos yeux, exister à vos yeux. Et vous êtes légitime, hein, Cécile, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Oui. Oui, je pense que c'est nécessaire en plus, parce que là, ça me mine depuis Noël. Il faut que. Oui, il y a de quoi. Oui, ça vous mine parce que ça ouvre un manque d'amour, quelque chose de très cruel pour vous, et puis que vous avez accepté pendant trop longtemps aussi. Avec votre mari, là, alors finalement, il se mouille pas, il fait un bon pour, parce qu'il a peur, lui doit avoir peur de vous décevoir. Oui, c'est Pourquoi vous iriez pas avec votre mari choisir votre cadeau de Noël, Cécile ? Pourquoi vous lui diriez pas, tu sais quoi, ton bon pour, j'en veux pas, mais il y a un truc qui me ferait vraiment plaisir. Allez, c'est les soldes la semaine prochaine. Non, je plaisante, mais voilà, il y a quelque chose qui me ferait plaisir, qu'on aille faire un peu les boutiques où j'ai repéré quelque chose, enfin, peu importe. Et vraiment, j'aimerais, voilà, que tu me l'offres, et on va le faire ensemble, exactement comme vous avez fait avec votre petit-fils. Et ce sera vous la petite fille pour le coup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous fait rire ? Oui, ça me fait rire. Vous le sentez ou pas, là, ce que je vous dis ? Non, tout à fait. Non, mais tout à fait. Ouais. En fait, j'ai peur de ce lien. Je trouve que c'est très difficile, ce lien avec les enfants adultes. Et j'ai peur que ce lien se rompe. Ah oui. Et donc, c'est vrai que j'en fais des tonnes. Ah, Voilà. Et pourquoi vous avez peur qu'il se rompe ? Qu'est-ce qui vous... Parce que le lien, moi, de mon côté, s'est rompu avec ma maman pendant 20 ans. Ouais, je comprends. Voilà. Donc ça, je pense que ça fait écho à ça. Oui. Et donc, je voudrais pas que ça se renouvelle avec mes propres enfants. Je comprends. Et en même temps, Cécile, vous risquez de créer inconsciemment par votre posture, c'est-à-dire de trop en faire, parce que, mais c'est très très humain. Vous voyez, on redoute tellement une situation que du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On part à 180 degrés de la situation pour en rajouter 2 fois plus, et en se disant, je jugule ma peur ou mon angoisse. Donc, si j'ai peur que le lien se rompe, moi, je vais en surrajouter dans le lien. Mais en fait, vous obstruez toute la place et eux ne peuvent pas tisser le lien. Il n'y a plus de retour, il n'y a plus de réciprocité. Si vous êtes tout entière à contenir ce lien et à le tenir de toutes vos forces, de peur qu'il se rompe, alors vous tenez, on va dire, je vais prendre une grosse corde, là, la corde du lien toute seule, mais eux tiennent plus grand-chose. Attention, il faut qu'ils soient dans la responsabilité de ce lien. Il faut les inviter à le tenir autant que vous le tenez. Peut-être même, mais c'est vous qui voyez, Cécile, de leur dire ça, ce serait joli. De leur dire, vous savez, j'en fais des tonnes, mais j'ai été tellement traumatisée de la perte du lien avec ma maman pendant 20 ans, et je veux tellement pas vous perdre que je réalise à quel point j'en fais trop, parce que vous allez saturer l'espace, saturer énergétiquement cette relation, et un jour ils vont trouver, d'abord ils vont en user, en abuser, ça va être le premier élément, et si ça se trouve c'est déjà le cas, et à un moment donné vous allez dire, moi j'en fais trop, vous allez être fatigué,
donc un peu aigrie, un peu malheureuse, hein, à force de beaucoup en faire. Puis eux, ils usent, ils abusent, ils prennent tout ce que donne maman. Et puis à un moment donné, la corde, elle peut se rompre parce que vous allez être épuisé d'avoir tant donné et d'être si triste et de vous sentir si seul. Et eux te diront, on comprend pas. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui prend? On va plus la voir parce que finalement, elle nous ennuie, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Donc, attention. Je sais pas, c'est d'autres personnes qui vivent ça. Je trouve que c'est pénible, c'est pas évident. Je trouve que c'est un soin de tous les instants. Oui, c'est un soin de tous les instants, mais le soin, c'est aussi le soin que vous vous donnez à vous-même. Et je reprends les mots de Lagouti qui disait apprenez aussi à vous aimer. C'est que si vous apprenez à vous aimer et que les autres le sentent et le voient, ça va aussi leur apprendre à vous aimer. Et que ça, vous leur avez pas appris. Oui. Aujourd'hui, j'allais dire votre challenge là, pour votre défi, pour l'année, pour les autres années, c'est un peu de renverser la vapeur qui puisse prendre soin de vous. Surtout que maintenant, voilà, vous êtes une grand-mère, il va falloir qu'ils apprennent à compter, à vous faire plaisir. Parce que s'ils font ça, ils nourrissent le lien qu'ils ont vers vous. Sinon, c'est vous qui nourrissez tout le temps le lien, et en le nourrissant trop, vous l'appauvrissez. Eux n'ont plus leur place. Eux peuvent plus rien nourrir. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Oui. J'ai du mal à intégrer ça. Imaginez, j'allais dire que, vous savez, il y a un affamé, on dit, c'est un vieux proverbe qui vaut mieux lui donner une canne à pêche que des poissons. Il saura pêcher des poissons. Vous donnez beaucoup de poissons et vous donnez pas les cannes à pêche. Donc ils vous demandent tout le temps des poissons. Puis un jour vous allez dire, moi j'en ai assez de donner des poissons. Mais ils n'ont pas la canne à pêche. La canne à pêche, c'est comment je fais plaisir à maman, à grand-mère, à ma femme. Comment elle compte. C'est-à-dire que ce soit pas un sens unique. Tout à fait. Et puis dans la posture de tout donner à l'autre, c'est effectivement la peur de ne plus être aimé, d'être lâché, la peur de la rupture. Et ça, il faut que vous en soyez bien consciente, que vous acceptiez cette peur pour pas que ce soit la peur qui dirige votre action, mais que ce soit votre action qui aide la peur à s'apaiser. Là, aujourd'hui, votre peur guide vos actions. Vous avez peur, alors votre action, c'est d'en surrajouter. Et vous savez que vous avez peur. Maintenant, c'est de dire, OK, j'ai peur de ça, parce que je l'ai vécu et ça me terrorise. Mais quelle action je vais poser dans ma vie pour justement apaiser ces peurs-là, plutôt que laisser la peur me dire quoi faire tout le temps. Parce qu'agir sur le coup de la peur, ça crée une intention qui est faussée. Vous risquez de louper votre objectif, voire pire, d'arriver tout droit dans votre peur. Imaginez que vous conduisiez un engin, puisque c'est la peur qui vous guide, la peur, elle vous amène où? Jusqu'à elle. Donc vous vous trouvez pile poil dans la peur et bim, il vous arrive ce que vous redoutiez le plus. Souvent d'ailleurs, j'allais dire c'est fou, mais ça nous arrive souvent d'avoir peur de quelque chose, et puis plus la peur nous prend la main dans l'action, plus finalement il nous arrive ce qu'on redoutait. On redoute une rupture, on redoute d'être trompé, l'infidélité, etc. Puis finalement on la met en œuvre, notre peur met en œuvre ce dont elle a peur. Ce qu'on redoute. Ce que vous redoutez. Maintenant, je vous demande juste d'inverser complètement la vapeur. Certes, vous n'enlevez pas la peur, elle est bien là, mais du coup, votre peur va, au lieu de prendre les rênes de votre action, c'est votre action qui va prendre en main les rênes de la peur. Vous inversez les deux. Et donc, vous allez mener des actions justes, en ayant cette peur-là, mais dans votre dos, et en disant, voilà ce que je fais parce que je fais avec elle. Je fais pas contre elle. C'est plus clair, là, pour vous? Oui. Oui. Et donc, laissez-leur la place de vous aimer. Oui. D'accord? D'accord. Donc, vous allez aller faire les courses avec votre homme. Et puis, un petit déjeuner de famille, là, l'épiphanie, c'est en ce moment, une petite galette des rois. Et puis, on en reparle, gentiment. Vous faites votre coming out, comme on dit. D'accord. Je vous embrasse, Cécile. Bon courage à vous. Beaucoup. Et belle année. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters.
vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit en direct et avec vous, une libre antenne en ce début d'année placée sous le signe, on va dire, du lâcher prise, en tout cas de lâcher un peu ce qui doit nous rendre plus performants, plus compétents, plus mieux, et puis plutôt de nous concentrer sur l'essentiel, le plus difficile, vivre le moment présent. Alors on vous accompagne dans ce changement d'année parce que c'est toujours un peu difficile ce recommencement, et puis on vit 7 heures encore en direct tous ensemble dans l'ici et maintenant, et puis on essaye aussi tout comme le faisait Camus d'imaginer Sisyphe heureux de pousser éternellement son rocher comme nous le poussons tous. Allez, Quentin et Corentin vous accueillent au standard au 39 21 et c'est Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez aussi réagir à tout moment à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit, ou vous pouvez nous adresser un mail sur le site europe1.fr, rubrique Libre Antenne 39 21. On attend vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Sophie, Bienvenue. merci. Je suis très anxieuse à la pensée de vous parler de la relation que j'ai avec mon fils. Alors, pour me détendre, j'ai envie de citer ce proverbe que j'aime bien. Et qui nous dit on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Oui, voilà. alors, je trouve ça, c'est très joli. Et puis voilà, vous illustrez souvent ce proverbe-là. Merci Marie. Hein. Voilà, donc j'espère que vous avez, je pense que vous avez lu mes messages. Oui, vous m'avez envoyé un message sur la page Facebook, sur Messenger, et vous avez bien fait. Je le dis aussi aux auditeurs, vous pouvez bien sûr employer ce moyen-là, la page Facebook Libre Antenne du week-end, en message privé, en MP, comme on dit, et Quentin ou Corentin vous rappelle, et moi je vous réponds. Donc vous avez très bien fait, Marie, d'envoyer un message à cet endroit-là. Voilà, alors, on l'a reçu. Comme je vous en ai envoyé 3, très explicites. Alors les autres, je ne sais pas où vous les avez envoyés, justement. Ils n'ont pas dû être... Vous n'avez pas dû Au même endroit ? C'était au même endroit ? Je ne sais pas, parce que là, je ne suis pas très familiarisée. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, l'essentiel, vous voyez, c'est que la bouteille à la mer finit toujours par arriver dans le studio d'Europe 1. On ne sait pas par quel moyen, mais enfin, ça finit par arriver. C'est vrai qu'il y a le mail, alors je le rappelle pour tous les auditeurs, Europe 1, rubrique Libre Antenne, et là, vous pouvez envoyer un mail, et là, les équipes le reçoivent. Il y a bien sûr le standard 3921 qui ouvre pour l'émission à 23h à 22h30. Donc ça, vous êtes sûr, voilà, de joindre quelqu'un de l'équipe, et bien sûr maintenant, en ce moment. Et puis la page Facebook, message privé, Messenger. Et là, il n'y a pas de souci, vous me laissez votre numéro. Je transmets à Quentin et Corentin, on vous rappelle. Voilà. Voilà, j'aime bien. Moi, je suis plus explicite avec les mails à l'écrit qu'à l'oral. À l'oral, oui. Je vais vous aider. Alors, vous vouliez qu'on parle de votre fils, en fait, Marie, et d'une relation très tendue avec lui. Oui, très tendue. Depuis le décès de votre mari, c'est ça ? Non, pas depuis le décès de mon mari, c'est bien ça. Avant. J'ai pas eu le temps de le dire. Non, pas depuis le décès. Depuis sa séparation, d'avec sa compagne, et la séparation est du fait de mon fils. Voilà, c'est lui qui l'a souhaité, c'est lui qui a voulu, il a tout laissé, sa compagne, l'entreprise qu'il avait créée avec elle, et par là même son fils, mais dont il s'est occupé par la suite, et dont il a gardé de bonnes relations avec sa compagne. Mais je trouve que néanmoins il a changé. Il est devenu très querelleur avec nous. En particulier avec moi, parce que avec son père, il n'y avait pas de prise. Donc, et avec vous, il y en avait. Oui. Mais avec moi, il y en avait, oui. Donc, oui, il y en avait, mais j'ai toujours évité de mettre de l'huile sur le feu. Je fais très attention à ça. De ne pas mettre d'huile sur le feu. Donc, mais avec moi, il y avait effectivement un peu plus de prise. Et voilà, donc c'est vrai, c'est devenu très, très tendu. Et alors, pardon, excusez-moi, mais là, je suis très émue à la pensée de me remémorer ce qui s'est passé. C'est que
Voilà, le 2 janvier 2016, donc son père est décédé des suites d'une longue maladie. Ses fils n'étaient pas... ses 2 fils sont un peu éloignés géographiquement de nous, donc j'ai tout assumé sa maladie de A à Z. J'ai beaucoup soigné. Hein. Ça a été très douloureux pour lui, pour moi, il s'est vu mourir. Et bon, voilà. Et puis son fils, donc celui avec lequel j'ai des difficultés, donc le fils aîné, m'a remercié d'avoir autant soigné son père. Et voilà. Et puis ça s'est passé, disons, dans la semaine. Hein, il m'a remercié dans un premier temps. Et le jour où son père est décédé, le matin même, il était à la maison et on savait que le décès était imminent. Et là, je me suis vue insultée, mais bon, voilà, je passe sous silence. Hein. Mais vraiment de très grosses insultes. Oui, mais sous le coup donc d'une forme de colère, hein, l'insulte, mais qui vous qualifiait, j'allais dire, de quoi, pas tant que vous nous donniez les termes de l'insulte, mais qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'il disait au travers de ces insultes sur vous ou sur la relation? Et ça... J'ai rien compris. Ah, vous avez rien compris. Ah non, j'ai rien compris. Non, j'ai rien compris. C'était très violent, c'était très violent, à telle enseigne que j'ai ouvert la porte et j'ai dit maintenant tu pars. Est-ce que c'est sous le coup de la douleur de perdre son père? Vous pensez que tout d'un coup se retrouver face à sa mère, sans ce père qui manifestement jouait les tampons dans la relation? Est-ce qu'il a explosé? Il a explosé, oui. Il a explosé. Et donc je dois me faire respecter. Hein. C'est bon. J'ai ouvert la porte, j'ai dit tu t'en vas. Je savais qu'il n'allait pas partir. Il m'a dit non, je suis encore chez mon père. Et j'ai dit alors tu t'excuses. Alors il s'est excusé et puis il s'en est resté là. Hein. Et puis voilà, on est descendus tous les deux. Non, il est descendu à l'hôpital et moi après. Et son père est décédé le soir à 18h. Et voilà, donc et le soir du décès de son père, il voulait repartir chez lui à 300 km. Et je lui ai dit mais non, tu vas pas me laisser toute seule. Hein. Je vais pas rester toute seule. Je vais pas remonter à la maison toute seule. Alors il est remonté, puis on a discuté de son père, on a parlé gentiment de son père. On avait besoin l'un et l'autre d'en parler. Et ensuite, il est rentré chez lui à 11h le soir. Voilà. Voilà. Et puis, par la suite, il m'a téléphoné pour me demander de mes nouvelles. Oh, pas souvent, une fois tous les 15 jours peut-être. Et ce qui me gênait beaucoup, c'est que c'était 10 minutes avant d'arriver à la maison, dans sa voiture. J'ai l'impression vraiment que c'était un peu... pour faire face, à des devoirs, je me sentais pas réellement accompagnée. Hein. Et alors que je suis seule. Hein. Et puis la fête des mères est arrivée, il l'a pas souhaité. Donc un petit peu de rancune peut-être. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que je lui dis, tu sais, tu vas bientôt avoir des nouvelles du notaire, on prépare donc la succession. Et il me dit, sur ce, qu'est-ce que je vais signer? J'ai dit, écoute, je peux pas te dire exactement, j'ai pas le dossier en tête, c'est compliqué. Et puis j'ai dit, écoute, renseigne-toi chez le notaire, moi personne m'aide. Voilà. Et puis voilà, donc depuis ce temps-là, il ne parle plus. Depuis, voilà. Vous ne parlez plus? Pardon? Depuis, vous ne vous parlez plus, c'est ça? Non, ouais. Non. Alors, je lui ai souhaité son anniversaire, hein, parce que son anniversaire était en octobre. Je lui ai envoyé un mail, hein, pour lui souhaiter son anniversaire. Et puis, j'ai terminé par « je t'embrasse ». Voilà, moi, Et il n'a pas répondu? Non, il n'a pas répondu.
et là, il m'a pas souhaité ses vœux il a pas souhaité les vœux de bonne année. Et il faut dire, excusez-moi, Sophie, mais il faut dire qu'il m'a dit des choses quand même très violentes, bien avant le décès de son père. Un jour, il nous a dit, enfin, je sais pas si son père était là. Je sais pas si son père écoutait, je sais plus. Hein. Mais il a dit, moi, ma famille, c'est la famille de sa compagne. Voilà, c'est la famille D, mais je vais pas citer le nom, bien sûr. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, son ex-beau-père est décédé. Je sais que son ex-belle-mère voilà, elle est en bon terme avec lui, mais sans plus, hein. C'est pas vrai, ça. Je n'y crois pas. Voilà. C'est blessant, hein, de s'entendre dire ma famille, c'est l'autre. Oui. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, de l'histoire de la famille, de l'histoire de votre fils dans cette violence, dans ce rejet qu'il a? Je veux dire, qu'est-ce qu'il vous pensez qu'il lui a manqué? À quel endroit s'est pas fait la rencontre? Vous voyez, de quelle nature est le malentendu? Qu'est-ce que vous, la maman, en prenant beaucoup de recul, hein, pas en vous mettant, voilà, au centre de la relation, parce que l'idée c'est pas de savoir, voilà, qui est responsable, vous cherchez des coupables, c'est essayer de démêler des fils en se disant, qu'est-ce que je comprends, moi, de l'histoire depuis qu'il est petit enfant jusqu'à l'homme qu'il est aujourd'hui. Il est manifestement enfermé dans une douleur et dans une violence. Il vous en veut dont on ne sait pas très bien de quoi. Qu'est-ce que vous comprenez? Quelles sont les réponses que vous avez pu apporter en y réfléchissant, en prenant un peu de recul? J'avoue que je ne sais pas, il y a des choses que je n'ai pas voulu dire que je ne souhaite pas vraiment dire à l'antenne, mais il s'est passé quelque chose de grave, donc à l'âge de ses 20 ans, je ne sais pas si Quentin, oui, Corentin m'a dit, mais qu'il a été violent envers lui-même, voilà. Mais c'est donc, ce que je comprends, c'est que c'est un fils qui a beaucoup qui est capable, hein, on va dire, de beaucoup de violence, voire d'insultes et d'agressions verbales. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire quand il dit, parce que c'est un enfant et un adulte en colère, il est très en colère. Et quand on est très en colère, on se sent très impuissant. Qu'est-ce qui, d'après vous, fonde son impuissance? Qu'est-ce que c'est qu'il n'arrive pas à faire ou à dire et qui le rend autant dans l'agression? Parce qu'il a du mal à verbaliser, enfin, j'allais dire correctement ce qu'il agite. Il vous a agressé, vous, personnellement, à la mort du père. Avant, il l'a été, mais moi, j'ai l'impression qu'il avait parce que moi, ce que je comprends, c'est que à la fois il se retrouve face à vous-même, mais il en veut beaucoup au fait qu'il n'y ait plus de père, comme si vous en voulez presque que le père ne soit plus là, alors qu'évidemment vous n'y pouvez rien. En tout cas, il vous en veut d'être celle qui reste en vie, presque. Vous voyez, je pense. Hein? Et en même temps, il a presque manqué de père. Alors ça ne veut pas dire que pardon, qu'il a manqué. Il a manqué une relation avec le père. Alors ça ne veut pas dire, parce que l'absence de père, le père peut être physiquement présent, mais l'enfant, le fils peut manquer le père, manquer du lien au père, et peut-être que ça le contenait un peu tant que le père est encore là, c'est-à-dire qu'il y avait l'espoir, et puis le père disparu, tout ça s'effondre. Je pense à ça et je fais le lien là dans la triste actualité, parce qu'on a perdu ces jours-ci un très très grand thérapeute, psychanalyste jungien qui était Guy Corneau, et dont l'un des premiers ouvrages qui nous a tous le plus marqué, qui était Père manquant, fils manqué, et qui analyse très très bien ce lien père-fils. Et moi je comprends que l'histoire de votre fils, entre vous et votre fils, passe par le père. Et que là, vous avez peu de prise. C'est-à-dire que soit il fait un trajet et il se retrouve face à lui-même, c'est ce qui semble être là en ce moment. Peut-être qu'il peut vous revenir si lui-même accepte de faire ce trajet, ou que la vie se charge de le mettre en face de ce trajet. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, Marie? Qu'est-ce que vous comptiez faire dans la situation actuelle? Je ne sais pas. Je veux lui envoyer une carte de vœux en disant, vous savez, les termes qu'on dit, joie, bonheur et santé, que cette année, et puis
Non, il ne faut pas le faire. Non, j'allais dire non dans le sens où c'est dénué. C'est-à-dire que vous continuez, vous faites comme si de rien n'était d'une certaine manière. Non, je voulais terminer. Okay. Pour le faire réfléchir un peu, joie, bonheur et santé. Également, je voulais terminer également humilité, parce qu'il en manque quand même un peu, je trouve. Humilité, bienveillance, tolérance et bienveillance, parce que moi je ressens beaucoup d'intolérance à mon égard. Bien sûr, mais là, Marie... Alors il faut peut-être pas. Non, c'est pas tant voilà qu'il faut pas, mais vous voyez, c'est que d'une certaine manière, vous cherchez à lui dire qui il est et ce qui ne vous va pas. Or, il peut pas l'entendre et puis c'est mettre un peu d'huile sur le feu. Vous disiez ça tout à l'heure, mais là pour le coup, c'est en mettre. Alors je vais pas le faire. Oui, parce que ce qu'il doit entendre, c'est vous qui allez faire preuve de tolérance, qui allez l'accueillir en lui disant, presque comme si vous le preniez dans vos bras symboliquement, qu'en fait il est que vous êtes triste du manque de relation, triste de le voir en si grande souffrance et violence envers lui-même et envers vous, que vous auriez aimé, que vous aimeriez que le lien soit autrement et que vous ne voyez pas quoi faire, ni qui être, parce que manifestement il y a quelque chose que vous ne savez pas ou qui ne vous appartient pas, mais d'être beaucoup plus dans l'ouverture, parce que là, dans votre petit mot, c'est une façon... C'est une leçon morale un peu. Voilà, vous avez compris, bravo Marie. J'ai bien compris. Mais oui, c'est ça. Et il est pas, non seulement il n'est pas en capacité de le recevoir, mais il saurait rien en faire aussi. Oui, c'est moralisateur, j'ai bien puis je l'ai vu comme ça. Il va rien en faire et puis il va vous en vouloir. Il va vous dire ça y est, elle vient encore me dire que je suis pas bien à ses yeux. Il a besoin de se trouver un peu bien à vos yeux. Alors un peu bien, ça peut être un être en souffrance. Un peu bien, c'est une mère qui accueille son fils, quel que soit son âge. Pour lui dire, au lieu de lui parler de lui, vous allez lui parler de vous. Alors, vous lui parlez de vous, c'est de dire, pas de revenir sur les insultes, de dire à quel point, et d'ailleurs vous appelez l'antenne d'Europe 1 pour ça ce soir, c'est à quel point ça vous rend triste, à quel point ça, et que vous ne comprenez pas. Excusez, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non. Parce que lorsque je lui ai souhaité son anniversaire, je lui ai dit qu'un coup de fil, ça c'était beaucoup pour moi. Bien sûr. Venant de sa part, voilà. Que ça vous ferait plaisir, Oui. Que pour moi, c'était beaucoup. Il n'a pas répondu, vous savez, je le sens très, très rigide, très psychorigide. Parce qu'il se protège. Parce qu'il se protège de quelque chose. Mal dans le sens où c'est pas de la protection, ce qu'il croit chercher, mais il s'emmure ou il s'enferme parce que c'est sa façon de se protéger d'on ne sait quoi. Et on va pas faire des élucubrations psychologiques sur lui, mais la seule chose que vous pouvez tenter, c'est une forme surtout pas ni de reproche ni de leçon, d'ouverture, mais d'ouverture depuis votre cœur, puisque vous avez commencé comme ça, c'est-à-dire de votre immense tristesse et incompréhension. Parce que c'est important de lui dire que vous n'avez pas les clés pour ouvrir la porte de la relation avec lui, parce que vous avez cherché le trousseau partout et que la clé manque. Et peut-être il l'a. Ou s'il a envie de dire, voilà, je suis là, moi. Si tu as envie, si tu as besoin qu'on se parle, je suis là. C'est tout ce que vous pouvez faire, Marie. Oui. Le seul signe, c'est dire, voilà, on a début 2017, mon vœu le plus cher, ce serait que on ait une relation plus calme, que je te sente plus en paix. Vous pouvez là lui parler de lui par rapport à vous. Moi, ce que je souhaite pour 2017, c'est de sentir un peu de sérénité, de paix en toi. Mais et si tu souhaites qu'on tente, voilà, une relation un peu plus apaisée, ce qui est mon vœu le plus cher, moi, je suis prête à ça. Et puis, il faudra aussi qu'il vous guide. Mais guide-moi. Il faut qu'il vous dise qu'est-ce qui l'agite. Lui-même n'a pas l'air de le savoir. Il serait pas dans une telle violence. Vous savez, la violence verbale, les insultes, même les coups. C'est quand on n'a plus de mots, et quand on a les mots, on a les mauvais. Tellement on est empêtré, tellement il est pris dans quelque chose sur lequel il n'arrive même pas à dire. Il ne le sait pas lui-même. Là, c'est son inconscient qui est à l'œuvre. Oui.
Oui, certainement. Alors, remonter dans l'histoire du petit garçon, bon, peut-être que vous avez quelques clés, mais en tout cas, lui, la forme qu'il connaît, c'est une forme de violence envers lui, envers les autres, et comme vous dites, de rigidité qu'il contient, qui essaye de contenir sa colère, qui par moments se lâche, quoi. Oui. Parce que ce que je retiens aussi, c'est lorsqu'il s'est séparé de sa compagne, il m'a beaucoup téléphoné, mais pendant des heures et des heures, il me téléphonait, il me faisait part de ses angoisses. Voilà, je l'ai écouté. Et là, ça se passait bien du coup entre vous. Il y avait une complicité quand même. Oui. Et un jour, il m'a dit, mais heureusement que je tais-toi parce que le père, il fait toujours la sieste. Hein. Il m'a dit, parce qu'il téléphonait toujours à la même heure. Et il a dit, mais heureusement que tu es là, parce que le père, il fait toujours la sieste. Voilà, parce qu'il téléphonait à la même heure. Donc vous l'avez perdu, c'est d'autant plus triste. C'est-à-dire que pour vous, ce qui est douloureux, c'est que vous avez eu donc une relation très proche avec lui. Ah oui. Puis, moi, je l'ai eu très jeune, mon fils. Hein. J'avais 20 ans. Hein. Et à 21 ans, j'avais 2 enfants. J'ai grandi avec eux. Et moi... À son adolescence, on a beaucoup ri, on riait beaucoup il y avait une grande complicité, Ouais, on a beaucoup ri tous les deux. Il avait énormément d'humour et voilà, moi je retiens tous ces moments où. Donc il y a un moment de perte. Donc il y a un tournant qu'il a pris que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas vu. Bon, rouvrez-lui la porte sans rien projeter. Il y a Véronique qui demande quelles sont ses relations avec son autre frère. Distant. Distant. Et avec sa sœur aussi. Il a une sœur. Et tout le monde en souffre. Son frère aussi, parce qu'ils sont à 3 kilomètres l'un de l'autre. Donc son frère l'invite. Là, il a décliné l'invitation. Là, il va pas bien, donc. Il va pas bien. Non, il va certainement pas bien. Non. Et sa sœur me dit, mais moi je peux rien faire. On peut rien faire. Oui. Sa sœur veut pas s'en mêler, mais elle a raison de toute façon. C'est encore une fois, c'est pas se mêler de lui, de qui il est. Vous pouvez vous en mêler parce que peut-être il a besoin d'aide et d'assistance, mais c'est justement pas lui plaquer qui il est, mais peut-être même lui rappeler les bons souvenirs et lui dire voilà, on est là pour toi. Et la sœur et le frère peuvent le faire aussi, parce qu'il est peut-être en grande souffrance. C'est possible. Bon courage à vous, Marie. Hein. Merci. Oui, merci de nous avoir appelés. Et puis, j'ai laissé mon numéro. Si quelqu'un veut me parler. Voilà. Bien sûr, on n'hésitera pas. Merci, Marie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Sophie Petters, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. C'était John Lennon, Woman. Bonsoir Cécile. Bonsoir Cécile, vous êtes là ? Oui, bonsoir Cécile, bienvenue. Bonsoir. Alors, je suis très contente de vous avoir au téléphone. C'est gentil, moi aussi. Ouais, parce que ça fait tellement longtemps que je vous écoute et du coup, c'est vrai que quand on finit par parler à la personne en question, du coup, ça fait toujours un petit peu bizarre et tout ça. Donc, c'est comme un mythe qui se crée et tout ça. Enfin, c'est un petit peu bizarre, mais... voilà, nous y sommes. Voilà, vous avez déjà parlé à Caroline Dublanche, mais pas à vous. Et j'aime beaucoup vos intros, font souvent réfléchir. Il y a pas mal de choses en général qui me parlent justement. J'ai l'impression que ça m'est dessiné. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais ces petites choses, que vous dites au début, et c'est vrai que vous tirez de livres ou de réflexions que vous avez faites, et ça me parle beaucoup du coup. Ça me fait vachement me rire. C'est étudié pour. Ouais, donc continuez sur votre lancée, c'est très bien. Voilà. Merci Cécile. Bon, je vais me lancer du coup. Oui. J'appelle pas pour quelque chose de très triste, non pas forcément, pas du tout même. J'appelle plutôt pour un problème, on va dire, que j'ai du mal à gérer au quotidien. Pour vous expliquer ma situation, alors vous me dites si je parle trop vite, parce que j'ai tendance à parler un peu vite. J'ai décidé pour 2017 de ralentir le flow, mais je vous garantis rien. Donc voilà, je vais essayer de faire attention. Voilà, alors j'ai 32 ans, je suis mariée depuis 2 ans
avec un homme que j'adore, que j'admire, enfin, il n'y a aucun problème avec lui. On est ensemble depuis maintenant 8 ans. Le seul hic, c'en est pas un pour nous, mais c'en est un pour tout le reste du monde, j'ai l'impression, c'est qu'on ne veut pas d'enfants. Voilà. Et ben, ça pose problème à tout le monde. Ouais. Voilà. À tout le monde sauf à vous. À tout le monde, c'est qui? C'est la famille, les parents, les amis? La famille, les parents, les gens au travail, les beaux-parents, les frères, les sœurs, la famille. Parce que moi, du coup, je suis de culture arabo-musulmane, donc c'est d'autant plus... moi, ma mère, elle a fait 8 enfants et sa vie ne s'arrêtait qu'à ça. Donc forcément, pour elle, elle ne comprend pas comment elle ne conçoit pas, ce que je peux comprendre, elle ne conçoit pas qu'on puisse ne pas envisager de pas faire d'enfant. Alors, je suis désolée, je m'excuse encore une fois, 1000 fois, mais bon, je suis obligée de lui dire que j'ai des problèmes de stérilité, tout ça, pour la calmer un petit peu, parce que sinon, ça la rend malade. Donc, voilà, j'espère que ça ne m'arrivera pas, mais bon, voilà. Parce que j'ai tout plein de cousines qui ont beaucoup moins que moi et qui ont déjà 4-5 enfants. Donc, j'ai aucun jugement sur ce qu'elles font. Si ça leur plaît, c'est leur vie, c'est pas la mienne. Mais c'est vrai que moi, plutôt tendance à me dire, ah oui, mais en fait, t'es carriériste. Je dis non, pas forcément. C'est juste que voilà, quand je me projette, je me vois avec mon mari, je me vois faire plein de choses avec mon mari, j'ai des projets, mais je ne vois pas d'enfants, en fait. Et plus je grandis avec l'âge, et plus je me dis que j'en ai pas envie. D'accord. Pour vous, ce serait quoi? Ce serait vous aliéner à quelque chose, voilà, dont vous n'avez pas envie? Ce serait trop prenant, une responsabilité trop énorme, une dépendance affective? C'est quoi pour vous? C'est synonyme de déjà, quoi? Il y a beaucoup de choses. Déjà, oui. Alors, mes parents sont, comme je vous l'ai dit, de culture arabo-musulmane. Moi, je suis de deuxième génération d'immigrés. Bon, je suis moins immigrée parce que je suis au Maroc, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais je suis de deuxième génération d'immigrés, donc mes parents sont illettrés, donc ne parlent pas français, ne parlent pas, voilà. Donc déjà, on va dire que c'est pas qu'ils n'ont pas eu un rôle de parent, mais on va dire que c'est plutôt moi qui me suis toujours occupée d'eux. Oui. Donc j'ai toujours eu ce rôle de C'est vous le parent. Voilà, vous avez eu vous avez déjà eu des enfants, c'est vos parents. Exactement. J'ai toujours d'ailleurs des enfants parce que c'est dès qu'il se passe quelque chose, on appelle petit Sam, voilà. On appelle Cécile plutôt. J'ai dit mon vrai nom, mais c'est pas grave. On appelle Cécile parce que on sait qu'elle va arranger la situation. D'autant plus que je fais un travail médical. Alors, pour pas le cacher, je suis médecin. Oui, formidable. Donc du coup, oui, formidable pour eux, mais formidable un peu pour moi, parce que du coup, un médecin, ça règle tout. Vous voyez, c'est l'époque de nos grands-parents, vous savez, où quand le médecin disait quelque chose, c'était acté, signé, et puis voilà. Là maintenant, mon parent, dès qu'il se passe la moindre chose, il faut appeler petit Sam, donc... Cécile, quoi. Mais je me dis, non, papa, tu es au Maroc, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un passeport et puis je viens de voir. C'est pas possible. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Ma mère qui me pose souvent des questions, qui tous les jours, qui est très croyante, qui arrête pas de faire des prières au téléphone. Ça dure plus de temps les prières que tout ce qu'on a à se dire. Pour que Dieu t'amène un bébé, que Dieu t'amène, que Dieu la prostate, le fait d'être fertile, elle me raconte toutes ses grossesses. Alors on en a eu 8, alors ça dure 1h30. Même mes beaux-parents du côté de mon mari, ils sont pas aussi insistants, mais c'est vrai que ils ont le petit truc de dire c'est vrai qu'on aurait bien une petite fille, qu'on l'habillerait, qu'on lui ferait ça, que si, un petit peu dans l'attente quand même, voilà, parce qu'ils disent c'est la suite logique des choses, on s'est mariés, c'est que forcément on veut des enfants et tout ça. Et nous on n'a pas du tout pensé à ça, parce que nous on s'est mariés en se disant que on voulait passer notre vie ensemble, qu'on avait des projets ensemble. Et qu'on s'aimait vraiment et que l'amour c'était pas un projet à la base, mais que ça nous paraissait évident de se marier. Voilà. D'accord. Oui. C'est d'ailleurs, d'abord on fonde le couple et puis, j'allais dire après, est-ce que les enfants viennent ou pas, parce que le couple ressent aussi le besoin de fonder une famille. Vous dites c'est pas notre besoin, c'est ce que je comprends. Voilà. La seule des choses qui me ferait changer d'avis, ce serait d'avoir un enfant de mon mari. Vous voyez ? Oui, attendez, c'est-à-dire, je comprends pas.
Ah, ça, c'est intéressant. Enfin, si, je comprends, mais vous comprenez, je comprends autre chose. Oui. J'ai beaucoup d'amis qui veulent avoir un enfant. C'est-à-dire que pour elles, le but de leur vie, c'est de se marier, d'avoir un enfant, pas peu importe la personne avec qui elles sont, mais elles veulent avoir un enfant. C'est-à-dire que voilà, arrivé à un certain âge, le but, c'est 30 ans mariés. Oui, je comprends. Voilà. D'être mère. Le but, c'est d'être mère. Voilà, vous, le but, c'est d'avoir un projet avec votre mari. L'enfant serait un projet à deux. Exactement, voilà. D'accord. En fait, l'enfant rentre dans le projet avec le mari. Et ça, par contre, les gens ne le comprennent pas. Vous voyez ? Ah, c'est bizarre. Vous êtes sûr qu'ils ne le comprennent pas ? Non, pas du tout. Parce que dans l'ordre j'allais dire, on va dire naturel, c'est-à-dire de la nature, hein. Je sais pas, je fais un enfant pour moi, c'est un couple qui fonder une famille, et donc c'est un projet à deux. Et donc de créer ensemble une famille dont père et mère ou deux pères, mais enfin en tout cas voilà un foyer, et puis l'enfant est l'aboutissement d'une histoire d'amour et d'une relation. Exactement comme ça que je le vois. Tout à fait. Et alors, justement, je trouve très intéressant, et je suis ravie que vous nous ayez appelé ce soir, Cécile, votre témoignage très intéressant, parce que vous avez raison, qui soulève un tabou dans notre société, d'une femme qui dit, moi, je ne veux pas avoir d'enfant. Moi, je vous invite à lire un ouvrage, une étude très intéressante faite par une psychiatre qui s'appelle Geneviève Serre, S-E-2-R-E, mais je le mettrai sur la page Facebook. Elle a fait une étude passionnante qui s'appelle Les femmes sans ombre ou la dette impossible. Et où elle a étudié justement un peu le profil, j'allais dire, des femmes ou des couples qui disent ne pas vouloir d'enfants. Et en fait, qu'est-ce qu'on y découvre, et c'est là que ça devient intéressant et qu'on recoupe avec votre témoignage, c'est que souvent, il y a effectivement, elles font le choix que la mère n'a pas pu faire. C'est-à-dire, c'est le choix que votre mère n'a pas pu faire. Souvent, on retrouve ça. On retrouve aussi la question du lien qui est problématique pour ces femmes, c'est-à-dire un engagement à vie, une responsabilité énorme, une dépendance affective. C'est tout ce que vous nous racontez là. C'est pour ça que je vous cite cette étude qui est vraiment intéressante. Et vous dites, moi, je suis déjà parent. J'ai mes parents. J'ai pas envie de m'en rajouter. Oui, j'ai mes parents. J'ai déjà des responsabilités. Même mon métier, j'ai quand même pas mal de responsabilités, j'ai quand même pas mal de choses qui me travaillent entre guillemets, mais qui occupent mon esprit largement. Pas pour dire qu'un enfant c'est une tâche, pas du tout, mais c'est vrai que voilà. Que votre vie est pleine d'autres choses, en tout cas pour le moment. Voilà, parce qu'il y a aussi l'enfant qui s'invite, le jour où le désir arrive, mais pour l'instant c'est pas dans l'ordre de votre désir. Mais en même temps. Peut-être, mais ça c'est une option, voilà, que j'ouvre avec vous, c'est que avoir un enfant, bien sûr avec votre mari, je précise, parce que je trouve amusant. Non, je trouve intéressant votre précision, parce qu'effectivement vous parlez du projet, donc ce projet-là pourrait vous permettre ou vous ouvrir la possibilité de ne plus être les parents de vos parents, parce que c'est vrai que tant qu'on n'a pas d'enfant, on reste l'enfant de ses parents ou le parent de ses parents, et que le jour où on enfante, on devient le parent, donc l'adulte responsable, voilà. Et donc ça crée une alternance dans l'ordre des générations, donc la main passe d'une certaine manière. Et peut-être que ça, mais c'est sans doute pas encore à l'ordre du jour. Maintenant, vous n'avez pas tout expliqué, que ce soit aux collègues, à votre famille, à votre entourage, vous n'avez pas à vous justifier. Mais c'est ça le problème. C'est ça que je voulais voir avec vous. Enfin, je sais pas. Je sais que j'ai pas à le faire parce que je suis pas de. Enfin, je suis pas j'ai pas une tendance à me justifier ou. Oui, mais là, ça touche quelque chose de très intime et très personnel. C'est intime. Et puis c'est devenu, en fait, on est surtout dans une société très maternelle, quoi. En fait, bien sûr. Une femme ne peut pas être une femme si elle n'est pas mère. Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, la place de l'enfant, quand on se rencontre, on parle d'abord de ses enfants quasiment. Qu'est-ce qu'ils font comme études, quel âge ils ont. Ouais. Ça et le poste qu'on occupe dans la société, et le travail. Le poste qu'on occupe dans la société, et ça, alors le poste, ça peut aller jusque-là, mais la mère, enfin voilà. Donc en fait, j'ai souvent, je le sais, je le vois à travers les yeux des femmes, on me dit mais non, tu verras, c'est pas grave, ça viendra. Donc déjà ça m'énerve parce que je me dis bon,
Déjà, moi, je ne le sais pas si ça viendra, donc je ne comprends pas comment quelqu'un avec qui j'ai si peu d'accroche peut le savoir à ma place. Mais bon, ça, à la limite, bon, c'est plutôt quelque chose de gentil. Et puis, je pense que les gens sont un petit peu gênés aussi, parce que ils se disent, qu'est-ce qu'on va lui dire Et puis, souvent, j'ai aussi eu le truc, tu vas finir toute seule ta vie. Je dis, mais combien de personnes ont des enfants et finissent tout ça dans leur vie Moi, je travaille dans une retraite, il n'y a pas d'enfants avec eux. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'enfants avec eux, tu viens les voir tous les jours. Cécile, pourquoi à ce moment-là, vous, au lieu de dire j'en veux pas ou j'en ai pas envie, quelque chose de, j'allais dire, très définitif et qui du coup entraîne les autres ou votre entourage à vouloir vous convaincre de changer d'avis, de dire ce qui est le cas, ce qui est que pour l'instant c'est pas un projet à l'ordre du jour, voilà, c'est pas le projet actuel. Parce que c'est une histoire de projet pour vous, ce que j'entends. Et moi, ce que j'entends dans vos témoignages, c'est pas que vous dites non, j'en veux définitivement pas. Vous dites, vous le dites très clairement, je suis pas prête pour l'instant, j'ai pas envie. Voilà. C'est pas quelque chose d'important dans mon couple. Je dis jamais, et peut-être que vous êtes un peu rebelle, donc plus vous allez sentir de pression, moins vous allez y aller. Oui, c'est vrai que plus je sens qu'il y a quelque chose qui fait qu'on doit, et plus ça m'énerve en fait, plus j'ai tendance à aller dans le sens contraire sens contraire. Mais dans le sens de, je me dis, mais pourquoi finalement on est en pilote automatique Voilà. Alors je rejoins, là vous voyez Monica qui envoie un message en disant le problème c'est pas de vouloir ou pas des enfants, c'est de savoir comment gérer le monde qui vous entoure avec autant d'ingérence dans votre vie de couple. Et je crois que là, c'est un bon exercice pour vous, Cécile, de mettre les limites là où elles doivent être. Et d'ailleurs de les mettre aussi avec vos parents, parce que quand vous me dites que ça dure des heures et qu'elle fait des prières, c'est à un moment donné, c'est non. C'est non, c'est ma vie. Et puis, peut-être un jour, tu auras une bonne surprise, pourquoi pas. Donc, laisse-moi, s'il te plaît, parce que là, effectivement, Monica parle d'ingérence, il y a vraiment une forme d'ingérence, ou des amis qui vous disent, mais tu verras, c'est bien, etc. Vous dites, mais je suis convaincue que c'est formidable. Mais c'est juste que pour l'instant, c'est pas mon projet. Ah, c'est pas mon projet, quoi. Oui. C'est pas... Parce que vous savez, en plus, j'ai des amis qui ont du mal à avoir d'enfants. Enfin, moi, pour rien vous cacher, j'ai déjà fait deux avortements. Bon, malheureusement, c'était pourtant j'avais pris la pilule, alors pour le coup c'était vraiment pas de bol, mais toujours avec le même homme. Mais voilà, en fait, du coup, j'ai cette gêne aussi de me dire que voilà, j'ai peut-être cette possibilité de tomber enceinte. Et j'ai une autre amie qui a une endométriose profonde, qui a vraiment de très grosses difficultés à avoir un enfant et qui, quand je la vois, elle est tout le temps... sa lubie, c'est d'avoir un enfant, quoi. Forcément, parce que sa lubie, c'est d'avoir ce qu'elle ne peut pas avoir. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, et ce qui va... Mais c'est son histoire, c'est pas la vôtre. Vous pouvez pas faire un copier-coller ou inverser. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous pouvez en avoir et qu'elle peut pas en avoir que vous devez vous sentir coupable de dire j'en veux pas ou pour l'instant c'est pas mon projet. Mais vous voyez, de dire j'en veux pas est presque de la provoque qui fait que les autres vont vouloir vous convaincre d'autre chose. Oui, c'est ça. Vous pouvez dire mais moi je suis convaincue que c'est formidable d'avoir des enfants. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Non, c'est pas dans mes projets. Et plus tard, on verra. J'ai beau avoir 32 ans parce que 32 ans déjà pour eux c'est. Et t'as pas encore eu ton premier, Cécile, ce qui est intéressant, c'est votre façon de vous justifier, même là à l'antenne. C'est pas quelque chose, c'est très intime. C'est rien qu'à vous. C'est un sujet sur lequel vous n'avez pas à donner des comptes à qui que ce soit. Et du coup, c'est intéressant parce que je ne sais pas s'il y a d'autres sujets dans votre vie où vous avez tendance à vous justifier, mais ça prouve aussi que c'est un sujet, et c'est bien normal, assez sensible pour vous, que vous voulez garder juste pour vous et pour votre intimité. Donc, c'est le dossier secret défense. Point. C'est un dossier classé secret défense pour vous et votre mari. C'est rien qu'à vous. Parce que ce que je comprends de votre couple, c'est que si ça doit exister dans votre couple, ce sera vraiment quelque chose de rien qu'à vous deux, ce qui est le cas dans la vérité d'un couple. Oui, ce sera vraiment quelque chose de voulu. Donc plus l'entourage s'en mêle et plus vous vous surprotégez et vous vous enfermez. Donc ceux qui sont trop proches de vous et qui continuent à vous ennuyer avec le sujet, vous allez leur dire, vous savez quoi, plus vous allez m'en parler, moins j'en aurai envie. Donc vous voulez me rendre service, ça, en fait, voilà. Ça, vous allez leur dire comme ça. Ouais, vous pensez, ça fait pas un petit peu trop... Ah, quoi? Un peu trop, maintenant, si tu... Enfin, en gros, je veux pas être vulgaire, mais si tu fais chier, écoute, on va rester... on arrête d'en parler, et puis... non, c'est pas ça, c'est je mets une limite. C'est ne franchis pas chez moi cette limite, parce que là, tu viens à un endroit chez moi où je ne veux pas te recevoir dans cet endroit.
C'est rien que chez moi. C'est ma chambre à coucher d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Par ailleurs. Surtout à des personnes que je connais pas assez. Ouais. Je lui dis souvent, mais tu veux venir dans ma chambre à coucher parce que vous voyez. C'est extra. Mais c'est des gens vraiment que je connais. C'est formidable. Vous avez même trouvé l'expression de toute seule. Voilà, parce que je trouve ça tellement intime. Mais c'est ce que j'entends, et je trouve ça très touchant votre témoignage, parce que on sent bien que le sujet, il est pas là où vous croyez qu'il est. C'est pas une histoire de désir d'enfant. C'est que vous sentez une intrusion et que vous trouvez qu'on se mêle de quelque chose à vous et rien qu'à vous que vous voulez protéger. Et c'est très beau. Mais vous êtes complètement légitime là-dessus, Cécile. Ouais. N'en doutez absolument pas 3 secondes. Ouais, c'est vrai que. Ah les tiens, gens je sais pas. Non, mais quand j'y pense comme ça, je me dis oui, j'ai encore le droit quand même de faire ce que je veux. J'ai rien fait de mal, je pas non plus. Il y a pas de raison de m'en vouloir. Mais c'est vrai qu'après, avec toute la pression même sociale, ne serait que sociale, même pas familiale, mais quand on voit toutes ces femmes enceintes qu'on rencontre dans la rue, moi j'ai au moins 4 ou 5 amies qui sont enceintes. Oui, vous êtes dans les âges. Vous êtes 32 voilà, ans. Exactement. Et du coup, elle respire le bonheur. Alors peut-être, je pense que des fois c'est pas ça, hein, mais bon, elle porte toujours vous savez, avoir un enfant c'est magnifique, j'adore mon ventre rond, je me sens tellement épanouie. Oui, comme un auditeur, il y a un auditeur qui dit, vous verrez, le premier enfant marchera depuis quelques semaines, qu'on vous demandera quand arrivera le deuxième. C'est pénible. C'est vrai, en plus. Ouais. Cécile, là ça parle vraiment de vous, de vos frontières, de l'image que vous donnez de vous-même, de l'influence qu'a le regard des autres sur vous. C'est tout ça le sujet. Le sujet, c'est moi, ma frontière avec les autres. Et c'est que c'est important que vous assuriez un peu mieux votre propre protection, pas en violence, comme vous supposiez le dire, c'est-à-dire oui, je veux pas vous parler ou tu me fais bref. C'est pas tant ça que de dire là, on arrive sur un sujet qui m'appartient et dans lequel je veux garder en toute discrétion mon intimité, mon désir. C'est pas un sujet dont j'ai envie de parler. Oui, c'est juste ça. Vous n'agressez personne en disant ça. C'est ce que mon mari dit en général. Ah, c'est bien. En fait, déjà, je trouve que pour les maris, pour les hommes, c'est un peu moins. Vous avez raison. Il y a moins de pression quand même. C'est vrai. Parce qu'en fait, un homme, on comprend toujours de lui qu'il a envie, qu'il est. En plus, je suis pas carriériste du tout. Parce qu'on dit tu fais médecine, t'es carriériste. Non, c'est juste que je choisis un métier. Oui, j'ai juste envie de faire ce métier-là. Mais voilà, il faut que je fais du temps partiel et que je passe 4 jours dans ma journée, dans ma semaine à rien faire. Encore des caricatures, ça c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que je trouve que Rémi n'a pas cette pression. Oui, il n'a pas cette pression-là. Alors, il y a un auditeur qui dit un truc extrait, il dit, c'est vrai qu'on ne demande jamais aux gens qui ont des enfants pourquoi ils en font, mais ceux qui n'en veulent pas, on leur demande. Oui, pourtant, ce serait intéressant de savoir pourquoi les gens font des enfants. Et en vrai, ça se dit jamais. C'est très juste. C'est important, ça parle de votre liberté, Cécile. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand vous dites, vous venez dire, je travaille à temps partiel alors que je suis médecin, encore une autre liberté. Vous êtes une femme libre et vous voulez le rester. Exactement, et c'est peut-être ça le message que doivent entendre vos proches. Et le jour où vous voudrez avoir un enfant avec votre mari, ce sera votre liberté de le décider. Voilà, je le déciderai, puis je le ferai, et puis. Oui. Et ce sera une histoire de liberté. Et peut-être, et je le mettrai sur la page de la Libre Antenne du week-end, la page Facebook, l'ouvrage de Geneviève Serge. Oui, parce que ça va à mon avis, ça va vous passionner. Et vous allez peut-être trouver aussi des réponses à votre questionnement et à votre histoire de vie. Et puis arrêtez d'être le parent de vos parents, hein, ça va bien. D'accord ? Ouais, je vais essayer un petit à mettre des distances. Super. 2017 était ma résolution, justement, de laisser un petit peu. D'accord. Au revoir, Cécile. Au revoir, Cécile. Bon courage à vous. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Je vous laisse en compagnie d'Europe 1 Music Club. Et nous, on se retrouve dimanche, 23h. Passez un très beau dimanche. Je vous embrasse.